Lel s'efforce de ne pas lever les yeux. Il tend la main pour prendre le morceau de papier que la jeune fille lui présente. Il doit reporter les 5 chiffres sur son bras gauche. Il y a déjà un numéro pratiquement effacé. Il enfonce l'aiguille, effectue un grand nombre de petites piqûres pour tracer un 3, le plus délicatement possible. Le sang suinte. L'aiguille n'est pas allée suffisamment en profondeur, il est contraint de recommencer. Elle accepte la douleur que Lel lui inflige sans broncher. Elles ont été prévenues, ne rien dire, ne rien faire. Après avoir essuyé le sang, il appose de l'encre verte sur la peau incisée. « Dépêche-toi » murmure Pépan. Lel est trop lent. Tatouer le bras des hommes est une chose, marquer des jeunes filles dans leur chair en est une autre. En relevant la tête, Lel voit un homme vêtu d'une blouse blanche qui parcourt le rang. De temps à autre, il s'arrête, inspectant le visage et le corps d'une détenue terrorisée. Il arrive à la hauteur de Lel qui n'en a pas terminé avec la jeune fille. L'homme prend le visage de la prisonnière dans ses mains et le tourne brutalement d'un côté, puis de l'autre. Lel plonge son regard dans les yeux terrifiés de la fille dont les lèvres bougent comme si elle s'apprêtait à parler. Lel serre son bras d'une main ferme pour l'en empêcher. Elle le regarde. Il articule en silence « Chut ». L'homme en blouse blanche lâche la jeune fille et s'éloigne. « Bien joué » murmure-t-il en se remettant à l'ouvrage. Il tatoue les 4 chiffres restants. 4, 9, 0, 2. Sa main s'attarde un peu trop longtemps sur le bras de la jeune fille. Il la regarde dans les yeux. Un sourire effleure ses lèvres. Elle y répond par une petite mimique. Ses yeux, toutefois, dansent devant lui. Le cœur de Lel semble en même temps s'arrêter et se mettre à battre pour la première fois, tambourinant bientôt dans sa poitrine comme s'il était sur le point d'éclater. Lel regarde le sol qui tangue sous ses pieds. Un autre bout de papier atterrit devant lui. « Dépêche-toi, Lel » murmure Pépan d'une voix pressante. Quand il lève à nouveau les yeux, la jeune fille a disparu. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de... Ah putain, tu vois rien, c'est vrai, attends. Oh, j'en prends plein la gueule, c'est mieux là. Merci les Égyptiens. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer dans le coin. On se retrouve aujourd'hui car je vais te parler d'un livre, pour changer, que j'ai placé dans la catégorie Une poussière dans l'œil du challenge à vos livres. C'est-à-dire un livre que j'ai cru capable de me faire sortir la larmichette. Et il s'agit du Tatoueur d'Auschwitz, écrit par Heather Morris, paru en version originale en janvier 2018. La version française est traduite par Jocelyne Bars et parue aux éditions City en mai 2018. En ce qui me concerne, j'ai la version poche chez J'ai lu qui est parue en 2021 et qui fait grosso modo 320 pages. Heather Morris est une scénariste et autrice néo-zélandaise, journaliste de formation. Elle a prêté sa plume en recueillant pendant 3 ans le témoignage de Ludwig Eisenberg, diminutif Lel, devenu officiellement Lel Sokolov après la guerre. Il s'agit d'un juif slovaque rescapé des camps de la mort d'Auschwitz et Birkenau, lieu où il a rencontré celle qu'il épousera par la suite, une certaine Gisela Furmanova, diminutif Gita. Lel n'a accepté de livrer son témoignage qu'après le décès de sa femme en 2003 car il a toujours craint d'être perçu comme un collaborateur de l'Allemagne nazie. Cette crainte est née de sa position particulière dans le camp puisque parlant un allemand parfait, il a été très vite repéré par les officiers SS et s'est retrouvé en charge de tatouer les nouveaux arrivants. Si Heather Morris pensait au départ écrire une série
Basé sur ce témoignage, le résultat fut finalement ce livre, une biographie romancée, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard, traduite dans pas moins de 48 langues et véritable best-seller mondial. Ce livre est également le premier d'une trilogie de l'autrice sur la Shoah. En premier, Le tatoueur d'Auschwitz, publication originale en 2018, suivi de Le voyage de Silka en 2019, que je n'ai pas, et enfin Les Sœurs d'Auschwitz en 2021. Les deux là, 3 € d'occasion sur Vinted est à neuf. Pas mal. Lel est malheureusement décédé depuis en 2006. Lel est un juif slovaque déporté dans le camp d'Auschwitz-Birkenau en avril 1942, où lui est attribué le numéro 32407. Il est assigné à la construction de nouveaux blocs d'habitation liés à l'extension du camp de Birkenau. Il tombe très vite malade, mais survit grâce à l'aide d'autres détenus du même bloc qui lui apportent de l'eau, veillent sur lui et partagent une partie de leur ration pourtant déjà très mince. Une fois rétabli, Pépan, un déporté français en charge de tatouer les nouveaux arrivants, demande un assistant pour accomplir sa tâche. Et il demande Lel, ce que les officiers SS lui accordent car ce dernier parle un allemand parfait. Pépan disparaît. Lel est donc le nouveau Tattoo-Wearer, celui en charge de tatouer les nouveaux arrivants. Maintenant, aidant à l'administration du camp, Lel bénéficie d'un traitement particulier, une position privilégiée par rapport aux autres détenus. Il a une portion de nourriture un peu plus importante, un couchage individuel certes très inconfortable, mais néanmoins tout le monde ne peut pas y prétendre, et il est désormais connu et reconnu par les officiers SS avec lesquels il discute parfois. Juillet 1942, Lel doit tatouer un nouveau groupe d'arrivants exclusivement féminin. Toutes les femmes se ressemblent, crâne tondu, très tiré, l'air résigné, désespéré, après avoir parcouru parfois pendant plusieurs jours une partie de l'Europe dans des trains à bestiaux. Toutes les mêmes, pas exactement. Il y en a une que Lel ne parvient pas à lâcher du regard alors qu'il lui tatoue le numéro 34902. Gita, véritable coup de foudre. Il demande à Stefan Barecki, l'officier SS en charge de l'escorter de Birkenau à Auschwitz pour accomplir sa tâche de tatoueur, de se renseigner sur son nom et d'organiser une rencontre. Lorsque cette rencontre a lieu, pour les deux, c'est l'évidence. Lel promet à Gita qu'un jour ils seront libres et qu'ils vivront ensemble. Les moments partagés sont rares, mais Lel a trouvé une solution. Ami avec certaines détenues en charge de vider les poches des affaires confisquées aux nouveaux arrivants et d'en garder les objets de valeur pour les remettre aux nazis, Lel leur demande d'en subtiliser une partie et de la lui remettre. Il échange ces objets de valeur avec les habitants du village d'Auschwitz qui travaillent dans le camp contre un petit peu plus de confort. Du chocolat, des biscuits, un vêtement. Confort qu'il échange à nouveau avec la capo du bloc de Gita pour qu'elle ferme les yeux sur des moments partagés. Quelques instants d'intimité. Les semaines passent, les mois passent, les années passent. La petite contrebande de Lel s'est transformée en un trafic organisé. Lorsque les Allemands finissent par le découvrir, la seule pensée qui lui traverse l'esprit est « Va-t-il être en mesure de tenir sa promesse ?» Alors, il y a des choses que j'ai aimées et d'autres beaucoup moins. Déjà, ce livre est une part du témoignage sur une période de l'histoire de l'humanité, période marquée du sceau de la cruauté, de l'infamie et de l'horreur. Je crois qu'il faut l'aborder avec une certaine dose d'humilité. Et je vais m'efforcer de le faire, ce qui n'empêche pas d'avoir un avis. Avant tout, dans un souci de transparence, je te le dis, je me suis personnellement rendu au camp d'Auschwitz-Birkenau en 2013. J'étais dans un groupe français et nous étions supposés avoir un guide qui parle français, mais je ne sais pas, il n'était pas disponible. Solution de remplacement, on nous a mis avec une historienne passionnée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui, je crois, était d'origine autrichienne, mais qui parlait un français impeccable. C'est-à-dire qu'à la place d'un guide, on nous a mis une passionnée. Et ce fut pour moi l'une des journées les plus marquantes et poignantes de ma vie. C'est bête, je sais, mais voir les choses, ça permet parfois de se rendre compte au moins
un petit peu de ce qu'on tente de t'expliquer depuis des années. Ce qui m'a attiré de prime abord dans cette lecture, c'est cette dualité. D'une part, quelque chose de beau, une histoire d'amour, et d'une autre part, l'horreur, les camps de la mort. La naissance de la beauté au milieu de l'enfer. À sa sortie, ce livre a provoqué un petit scandale lorsque l'éditeur a placardé un peu partout, et notamment dans le métro parisien, ses affiches. Ce qui a dérangé, c'est le petit cœur en fil de fer barbelé. Les gens ont accusé l'éditeur de vouloir jouer sur le côté romantique d'une histoire qui se passe pourtant dans une période dramatique. Et justement, c'est cette dualité-là qui est intéressante à mettre en avant. Alors en ce qui me concerne, je te demande pardon, mais il m'en faut un peu plus pour déclencher un scandale. Aujourd'hui, les gens pètent un câble pour rien. Le deuxième problème rencontré par ce livre est un problème lié à l'authenticité et la véracité des faits historiques qu'il contient. Et là, à mon avis, c'est un petit peu plus problématique. Par exemple, il est fait mention d'un bus utilisé comme chambre à gaz, ce qui apparemment n'a jamais existé. La possibilité que Leil a d'acquérir de la pénicilline, les historiens disent que c'est impossible. Et d'autres éléments qui font que ce livre est attaqué par le Auschwitz Memorial Research Center pour cause d'inauthenticité, ainsi que par beaucoup d'historiens spécialistes de la Seconde Guerre mondiale qui dénoncent des invraisemblances et une représentation édulcorée de la Shoah. En ce qui me concerne, il y a des chapitres qui font mention d'événements absolument horribles, et beaucoup d'autres où finalement c'est une romance très classique et tu oublies que tu es en enfer. Certaines choses semblent faciles, et il y a un véritable décalage entre l'atmosphère de ce récit et ma visite au camp d'Auschwitz-Birkenau en 2013. Et parfois, pas juste un décalage, mais un véritable fossé. Il y a cette dualité entre la romance et l'enfer, mais le point de vue n'est pas au centre. L'histoire d'amour est bien plus mise en avant. Face aux critiques, l'auteur a précisé que certains passages étaient romancés. Et juste, pourquoi faire ça? Tu sais, cette petite question qui te trotte dans l'esprit, est-ce que c'est vrai? Au début, j'essayais de ne pas en tenir compte, de ne pas lui donner de résonance. Et finalement, la petite question n'a jamais vraiment disparu, et moi je suis passé à côté de ma lecture. Je ne comprends pas l'intérêt, et je ne suis pas le seul parce qu'on en a discuté un petit peu sur le serveur Discord. Je ne comprends pas pourquoi l'autrice a romancé. Pourquoi elle a inventé certains passages, alors qu'elle a passé 3 ans d'entretien à raison de plusieurs fois par semaine avec Leil. Pourquoi avoir fait ça? Et si au départ j'essayais de continuer malgré tout, en tentant de l'ignorer, je n'ai jamais totalement réussi, donc je suis bien obligé de l'admettre, à mes yeux, en fait. C'est un vrai problème. Mais malgré tout, c'est un beau livre. C'est un beau récit. C'est intéressant, mais je ne crois pas que ce soit une bonne représentation de l'atmosphère des camps de la mort. Mais ça, je suis pas légitime pour en juger. Il y a des gens qui le sont, les historiens et le Auschwitz Memorial Research Center. Et puisque les deux sont montés au créneau, à un moment, il faut l'admettre, il y a un problème. Par exemple, l'officier SS Stefan Barecki, qui a véritablement existé, il était en charge de sélectionner dans les nouveaux arrivants ceux qui partaient directement à la chambre à gaz et de les y accompagner. Et dans ce livre, t'as l'impression que Leil et lui, en fait, ils sont potes. Que les deux discutent, ça peut s'entendre. Mais à aucun moment, il n'est tenu compte des atrocités dont l'officier se rend coupable. Soit l'autrice n'a pas rendu compte de tout, soit elle a franchement orienté les entretiens, et ça soulève quelques questions quand tu penses qu'elle est de formation journalistique. Formation journalistique qui se fait grandement ressentir dans sa plume d'ailleurs. Le roman est écrit au présent et tout le long, la narration est extrêmement détachée des émotions. C'est-à-dire que le narrateur ne te décrit pas les émotions, il écrit factuellement les émotions que les personnages traversent. Par exemple, au lieu de dire « Leil ressent la peur monter en lui », c'est « Leil a peur ». Point factuel. Et tout le long, c'est comme ça. Et ça marque une vraie distance entre toi et les protagonistes. Et pourtant, je m'obstine et je signe « Oui, c'est un bon livre, mais tout dépend de ce que tu y recherches. » Est-ce que je pourrais te conseiller Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris? Oui, dans l'ensemble,
Oui, si ce que tu y recherches, c'est la preuve d'un amour pur et beau d'un homme à sa femme. Un récit sur la résilience et sur la seule forme de résistance qu'il est possible d'avoir dans des circonstances comme celle-ci, garder espoir. Mais si ce que tu recherches, c'est un témoignage fort et poignant sur ce qu'était la vie dans les camps de concentration, alors là j'ai plus de réserve. Pour toutes les raisons que je t'ai expliquées plus tôt, en fait je crois que tu peux trouver mieux. Je valide le défi Une poussière dans l'œil, une œuvre que tu penses capable de te faire sortir la larmichette, car véritablement je pensais que j'allais faire sortir une petite larmichette. Mais cette petite question, est-ce que c'est vrai? Et cette plume trop journalistique ont fait que la larmichette ne s'est malheureusement même pas fait sentir. Loupé, mais ça ne m'empêchera pas de lire le dernier de la trilogie, puisque je l'ai. En ce qui concerne le deuxième, j'ai vérifié rapidement sur le site de ma médiathèque et ils ne l'ont pas, donc j'ai pas véritablement envie de l'acheter, donc si j'ai une occasion gratuite de le lire, peut-être que je la prendrai, mais c'est pas non plus la priorité du moment. Et je ne dis pas ça du tout, je préviens, pour que l'un d'entre vous me propose de me l'envoyer, je sais que ce serait bienveillant, il n'y a pas de souci, mais je refuserai systématiquement, parce qu'il y a un principe de gratuité de vous à moi que je tiens à respecter tant que je n'ai pas quelque chose à te vendre. Et là, t'es tranquille un moment. C'est tout pour cette fois et je dois t'avouer que je trouve extrêmement pénible d'émettre des réserves sur une œuvre qui parle de la période de la Shoah. Je ne veux pas que mes paroles soient mal perçues, mais je ne critique que l'œuvre. Exceptionnellement, je te donne un indice sur le prochain livre qui sera traité sur cette chaîne. Si tu trouves, écris-le dans les commentaires et tu gagneras un bisou. Mais pas de moi, faut pas déconner. Je le fais rarement, mais je te rappelle que si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner et la partager. Ça m'aiderait, en plus de me faire plaisir, mais oui, on est d'accord, c'est pas vital non plus. Si tu as lu Le tatoueur d'Auschwitz d'Heather Morris ou l'un de ses autres romans, ou que tu souhaites réagir de la façon qui te plaira, mais toujours dans la bienveillance, un petit commentaire en dessous de la vidéo et moi je me régale toujours à les découvrir. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!